Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle playlist un peu particulière que j'ai nommée Butterfly. Excusez mon anglais. En quoi va consister cette playlist? Donc tout simplement, je vais inviter des personnes dans ma chaîne, des personnes qui ont un parcours inspirant, des personnes qui ont un handicap, des personnes qui sont malades, qui ont été malades, des personnes qui ont eu un chemin de vie particulier. Ils sont là pour vous montrer que tout est possible avec de la détermination et de la motivation, que rien n'est jamais fini. Je vous laisse découvrir mon premier invité dans cette nouvelle playlist, Butterfly. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle playlist dit invité surprise. Donc je vous présente Pierre qui va vous parler de sa maladie. J'ai 22 ans, je viens de Dinan, je fais mes études à l'année en visual effects et ça fait une bonne dizaine d'années qu'on m'a diagnostiqué ma maladie rare. Quelle est cette maladie? C'est une dystonie. Donc une dystonie, c'est une suractivité d'une partie du cerveau qui s'appelle le GPI. On a abrégé parce que nous compliqué que c'est. Et donc c'est la partie qui s'occupe de tout ce qui est coordination des mouvements, l'écriture, de la voix, des yeux, un peu tous les muscles en fait. Cette maladie agresse cette partie du cerveau et fait qu'il est tout le temps en activité, donc ça envoie des mauvais signaux aux muscles qui font que bouger, se contracter, et voilà en gros. Et comment tu as su que tu avais cette maladie? Enfin, quels sont les symptômes qu'on peut apercevoir? Le plus flagrant, c'est que je tremble, j'ai beaucoup de contractions, surtout dans l'hémisphère droit. Après, quand je me déplace, ça se voit assez fortement que les muscles sont beaucoup plus contractés qu'une personne lambda qui marche et qui n'a pas ce problème-là. T'inquiète, je marche aussi bizarrement. Au niveau de la voix, parfois, ça part en couille, on dirait Scooby-Doo quoi. Et il y a les yeux où j'arrive pas à faire le focus en fait. Comme un appareil photo, quand tu prends une photo. J'ai oublié de préciser que dans cette vidéo, bien sûr, je demande le non-jugement, la bienveillance et le respect de mes invités. Donc là, maintenant, je vais te parler de... Maintenant, je vais te demander de parler de ton parcours médical, ton parcours de vie, entre guillemets. Ça a commencé à la naissance en fait. Donc, je suis né avec un cordon droit, donc c'est le cordon médical qui s'enroule un peu autour du cou. Quelqu'un qui se pendre en fait. Et, très joyeux. En fait, ça donne comme symptôme une mauvaise oxygénation du cerveau à la naissance et qui m'a fait avoir cette maladie. Donc au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à avoir des problèmes. Au début, c'était je boitais un petit peu, c'était rien de méchant, on ne s'inquiétait pas. Et puis après, en vaccin contre la fièvre jaune, il y a tous les symptômes qui sont activés et qui ont commencé à devenir beaucoup plus forts. C'était beaucoup plus dur, du coup on a commencé à faire des recherches et c'est vers 2009-2010 qu'on avait vraiment rentré dans le sujet de qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a commencé à rencontrer un médecin, j'avais très chaud en même temps, je veux dire ça comme ça. Il savait pas du tout ce que j'avais, c'était juste une jambe toute courte, mais en fait mes deux jambes ont la même taille, c'est juste que mon hémicorps droit est contracté dans le bassin de l'autre côté de la remonte, vers ma cage thoracique. Et pour lui c'était juste ça alors que non. Et on est arrivé à aller voir des neurologues et là le combat a commencé. On m'a fait passer par toutes les maladies, dont maladies mortelles. Génial. Pour fermer toutes les portes, pour être sûr que c'était bien une... On passait tous les tests, quoi, possible. Voilà, tous les tests inimaginables. Je suis même allé à Paris pour rencontrer un médecin mondialement connu, dont j'oublie le nom. C'est une femme, non? Une femme. Et comment dire, cette femme nous a abandonnés en plein milieu du dossier et a planté les hôpitaux de Belgique alors qu'on avait vraiment besoin d'elle pour être sûr. Parce qu'elle était spécialiste dans Elle était ce domaine. spécialiste, oui, à la Salpêtrière, c'est à Paris. Donc, ce sont des grands hôpitaux qui s'occupent des maladies de Parkinson et tout ça. Et mon neurologue m'a envoyé à Bruxelles pour commencer à faire des tests plus approfondis, essayer de trouver des solutions et tout ça. Et puis on est arrivé à une opération. Aucun médicament ne fonctionnait correctement. Vous ne fonctionnez pas sur les médicaments, pourquoi? Pour essayer de calmer tous les effets que
que la maladie crée, donc les contractions, l'espace. on a commencé à m'orienter vers une opération neurochirurgicale et une DBS ou une stimulation neuronale profonde. Donc le principe c'est des électrodes, on appelle comme ça, et on les implante dans le cerveau. Et il y en a une de chaque côté, donc il y en a une ici. D'ailleurs, il y a des petites bosses parce qu'il y a une coque de protection. Et tout le câblage qui passe ici, derrière l'oreille, qui passe ici. Et puis il y a un stimulateur qui se met sur la poitrine, avec ce petit appareil ici, que je dois avoir, que je dois avoir constamment sur moi, qui m'aide à savoir si le dispositif est actif ou s'il ne fonctionne pas. Et si jamais, par exemple, j'ai un effet indésirable de cette médiation, je veux dire, c'est comme ça, je peux le couper si par exemple je deviens muet, je pourrais le devenir quand on augmente le voltage, l'intensité électrique qu'il y a dans... Parce qu'en fait, c'est des charges. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des charges que le stimulateur calcule toutes les secondes, enfin c'est toutes les... Mais du coup, ça va changer la vie, c'est beaucoup plus simple. Depuis l'opération, a été faite le 24 décembre, elle a été reportée au 24 décembre, et depuis ma vie commence un peu à changer vers le meilleur, on va dire. C'est déjà plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais l'opération était lourde quand même. Ouais, c'est pas mal de... Parce que tout ce qui touche au cerveau, c'est souvent très lourd. On parle d'une opération qui a commencé à 7h40 du matin et qui s'est finie vers 13h. Ah merde, quand il clame. Du coup, après ce long passage, donc maintenant je te propose de parler de qu'est-ce qui a changé dans ta vie au niveau du quotidien, au niveau scolaire et au niveau de ta vie sociale et affective. La vie sociale, j'ai dû arrêter mon sport en 2017 pour des raisons de sécurité. Et tu faisais quoi? Je faisais du kayak en driver, donc c'est le centre des rivières et des courses rapides. Et ça devenait dangereux, j'ai commencé à limiter mes sorties, donc aller au cinéma avec mes potes, parce que mon corps me faisait comprendre que ça n'allait pas. Ça me faisait comprendre que quand je faisais du sport, pendant 2 ou 3 jours j'étais mal, les muscles étaient morts. Ça c'est moi quand je vais à la salle de sport. Pour faire les examens, on mettait dans une laisse à part pour les gens à difficulté, genre les dyslexiques et tout ça, pour avoir plus de temps. Est-ce que tu as des problèmes? J'ai des problèmes pour écrire, donc c'est illisible, c'est pire qu'un médecin. À cause de tes spasmes aussi? Ouais, à cause des contractions, des spasmes, mais la dystonie crée la crampe de l'écrivain ou du pianiste, donc c'est la main qui se met comme ça. En fait. J'avais beaucoup de temps pour écrire et on a commencé à me mettre à part, mais je ne voulais pas, je faisais tout, je voulais rester dans le groupe avec les autres et pas être... dans la norme, quoi. Ouais, voilà. Je voulais pas être rejeté. Et mon neurologue a instauré et a obligé l'école à accepter que je sois sur un ordinateur pour tout ce qui est examen, tout ça. Et je faisais mes examens en même temps que tout le monde dans la même classe. Je suis en bac 2 en infographie, en visual effects. Et là tout se passe bien. Tout se passe bien, j'adore. Je suis sur une chaise et puis si je veux faire une pause, je fais un peu comme je veux. Au niveau social, affectif, c'est compliqué pour la personne qui m'accompagne, plus genre féminin parce qu'elles sont plus sensibles à ça, je veux dire c'est comme ça. On juge, on est des pestes, merci. Les gars ils sont plus en train de rigoler avec moi de cette maladie. Les gars ils regardent pas l'apparence physique. Enfin un minimum, mais pas autant que les filles. Les filles c'est quelque chose d'important. Ouais. La beauté, les influenceuses Instagram, tout ça. Pour un feed ultra clair. Perfect, on montre pas la graisse, on montre pas les bourrelets. On montre pas le copain qui a un problème. On montre que quand ça va bien. Alors que les copains, parfois ils oubliaient carrément que j'avais cette maladie et puis moi j'étais là comme un con derrière eux en disant les gars, excusez-moi mais je sais pas vous suivre sur ce coup-là. Quand même un décalage. Voilà. Les filles, c'est compliqué pour le regard des autres, influençables, que ce soit vite attaqué quand quelqu'un met des visages dans la rue. En fait ça les dérange. C'est ça. Par exemple, elles sont avec toi en rue, on va te regarder et elles vont remarquer. Mais toi, t'es habitué à ça. Genre, c'est ton quotidien. Mais elles vont se sentir comme si c'était elles. Enfin, elles vont se sentir à ta place en fait. Il y a une fille qui est entrée dans ma vie et qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là,
à me reconcentrer sur ma vie, à me donner espoir. Non, like. Et du coup, on a été faire du shopping une fois ensemble. C'est la première fois qu'on est en public tous les deux. Et elle m'a dit que c'était ouf, comme les gens étaient méprisants du regard et comme c'était affolant, comme des visages comme ça, et je se demandais comment je fais pour supporter ça. C'est oppressant. C'est oppressant, le regard des gens peut faire mal. C'est pas tant le regard des jeunes personnes qui est dur, c'est surtout celui des parents vers les 30, 40 ans. Mais en fait, ils ont jamais vu Ils ça. n'ont jamais vu ça, mais C'est ça le problème. les personnes qui sont plus âgées et plus matures, c'est le plus dur parce qu'on se demande pourquoi elles font ça. Mais en fait, c'est simple, tu vois. Les enfants qui, moi, quand j'avais encore fait une attelle, il y avait toujours les enfants. Oh, maman, regarde la fille là-bas. Et la mère, direct, non, viens. Mais en fait, non, justement, laisse-le regarder, laisse-le poser des questions, laisse-le expliquer. Enfin, qu'on lui explique parce qu'après, ces enfants-là, ça deviennent les grands, ceux de 30-40 ans qui vont te regarder comme un enfant qui n'a jamais vu ça. Parce que dès leur plus jeune âge, on leur a pas appris qu'il y avait des gens différents, qu'on n'était pas tous pareils. Et c'est ça le problème en fait, c'est vraiment que les gens, directement, on protège l'enfant des choses dites exceptionnelles, quoi. On ne rentre pas dans une case et du coup on n'en parle pas, on évite. Et puis quand ils deviennent grands, ils nous regardent encore comme quand ils étaient enfants. Le pire que j'ai eu dans les jeunes personnes, enfin, je veux dire les adolescentes, c'était une fille. Je sais, son père était tétraplégique, elle n'avait rien d'autre à faire que de se foutre de mes gueules alors que j'étais dans le même style de choses. Je trouve pas ça marrant de se foutre de la tête de quelqu'un qui a déjà du mal à supporter une maladie et en plus quand c'est une maladie grave ou orpheline, bah, c'est encore plus dur parce que les traitements sont beaucoup plus rares, il n'y a pas de budget. Du coup, est-ce que tu peux parler du regard des autres, ce regard qui peut être très oppressant, Enfin, moi personnellement je l'ai très mal vécu, donc toi, je sais qu'on en a parlé avant, mais là j'aimerais bien approfondir le sujet par rapport au regard des autres et l'acceptation de ce regard vis-à-vis de ta maladie, vis-à-vis de toi. Le regard des autres au début, donc étant en secondaire, quand on a commencé à diagnostiquer ça, c'était très compliqué, parce que c'était le secondaire, donc les enfants entre eux sont excessivement méchants. Dès que t'es pas dans la norme, voilà. t'es la cible. J'étais un peu la tête de turc, on m'insultait, on me traitait de tous les noms, j'étais narcoteur, de zombie. C'est pas des difficultés à Parce que marcher. j'avais des difficultés à marcher et c'était très dur cette partie de ma vie. Et puis à un moment, je me suis ressaisi, je me suis fait, t'es comme ça et il faut avancer. Et puis cette différence, je dirais ça comme ça, à ton avantage, ça va te rendre plus fort, ça me ferait moins baisser ma vie. Et puis on est d'accord, être normal c'est mieux. Voilà, au final, ça me va très bien d'être comme ça parce que j'ai des valeurs que des gens n'ont pas. Une force de caractère aussi. Voilà, la force de caractère, les médecins m'ont clairement dit que pour eux je vais être en chaise roulante et ils savent pas comment je fais. Ils disent ça souvent, non? Ils savent pas comment je fais pour rester depuis autant de temps avec un moral comme ça, faire rire tout le monde, donner de la force et du courage à tout le monde, alors que j'ai mes problèmes de santé à régler. Moi je dis bravo. Et du coup, à tes relations affectives, est-ce que c'est plus compliqué, je sais pas, de se faire des amis, d'avoir une copine, d'avoir une vie sentimentale? C'est compliqué d'avoir des potes parce que tout le monde aime bien être parfait. Ouais, chaque personne a un défaut. Voilà, les gens qui portent des lunettes, c'est un défaut, voilà. c'est un handicap. Mais ça, en fait, on résume le mot handicap aux personnes en chaise roulante, aux personnes qui boitent, aux personnes qui sont défigurées. Mais quelqu'un qui porte des lunettes, c'est un handicap. Quelqu'un qui n'entend pas très bien d'une oreille, c'est un handicap. Quelqu'un qui a une maladie de la peau, c'est un handicap. Enfin, voilà. Après, niveau sentimental, pour une copine, c'est... Déjà pour des gens lambda, ça doit pas être simple. Je suis un peu bizarre aussi, j'avoue. Ma première copine a pas eu trop de mal
à l'accepter. C'est beaucoup moins flagrant que maintenant la maladie. Mais elle accepte ta maladie, elle se Elle bat. l'avait accepté. Par contre, la dernière, moi, elle l'avait pas accepté vu qu'il fallait qu'elle trouve une excuse pour me voir vis-à-vis de ses copines. Et si elle regarde la vidéo, elle va se sentir visée. Non mais n'y voit aucun jugement, on est vraiment là pour parler de son histoire. Alors si tu vois cette vidéo, ne nous persécute pas. Ça pose un problème d'être avec quelqu'un qui a une maladie. Le regard des autres, c'est... T'as l'impression un petit peu d'être résumé à une maladie. Voilà, en fait, je suis... C'est le gars qui est malade. Voilà, c'est ça en fait. Je suis le gay évité parce que j'ai une maladie orpheline, donc on sait pas ce que c'est. Même j'ai voulu donner du sang avant de partir en vacances et on m'a clairement dit non, on ne peut pas donner de sang parce que vous avez une maladie, on ne sait pas si c'est transmissible. Vos médicaments sont interdits pour le don de sang. Et je suis ressorti de là en pleurant et tout le monde trouve ça dommage alors que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, qui se C'est pas le transmet sida, pas. on est d'accord. C'est pas le sida, sinon c'est vraiment stéréotyper la maladie, mettre... En fait, on ne sait pas, on ne connaît pas, donc on se méfie. C'est la peur de l'inconnu. Du coup, après toutes ces choses un peu baisse de morale, Ouais, nous allons parler des avantages à être malade. Alors oui, il y en a quelques-uns. Très peu, mais quelques-uns. Le premier que j'aime bien un peu le chanter sur Twitter, c'est que mon corps se muscle tout seul. Il y a une activité constante des muscles, même la nuit. Trop bien. Les biceps, ils se contrôlent tout seuls. C'est ça en fait. Voilà. Pas besoin d'aller chez des fit, c'est dépassé, choper tous une dystonie, vous allez finir bien musclé. L'avantage des tickets moins chers qu'on peut aller en concert, en festival. Est-ce que tu es considéré comme une personne à mobilité réduite? Ouais, à plus de 60%. Donc, tu as des meilleures places au concert. Voilà. Disney, tu peux passer devant les gens. Voilà, c'est ça, en termes d'attraction. C'est ce que mes meilleurs potes m'ont dit, quand on va à Walibi, on prend comme ça, on passe devant tout le monde, on fait pas la queue. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu vis cette maladie? Est-ce que tu as appris à faire face au regard des autres? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu es juste passif, tu traces ta route, tu t'en fous? Est-ce que tu vas encore souvent à l'hôpital? Est-ce que tu as des difficultés à te nourrir, à parler? Ça, tu m'as pas encore dit, je pense. À l'heure actuelle, depuis l'opération, peut-être, mais... Depuis l'opération, c'est une nouvelle vie. Voilà, après le regard des autres, moi je m'en contrefous, ils peuvent s'essuyer le pied avec leur vie, et ça change rien à ma vie, donc j'avance, je fais mon sillage tout seul, et puis... Est-ce que tu as un message à transmettre, j'allais dire à nos téléspectateurs, ça y est, petite émission télé, à nos abonnés, donc un message qui tient à cœur, un message pour tous ceux qui nous regardent comme si on était des extraterrestres, à tous ceux qui nous jugent, à tous ceux qui sont aussi compréhensifs et bienveillants face à nous. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Qu'ils arrêtent de suivre la norme, qu'ils arrêtent de se comparer et de comparer tout le monde aux gens sur Instagram qui ont une vie complètement fausse. Ils s'amusent avec ça, à gagner leur vie et ils sont tous à Dubaï en train de se bronzer les fesses sur... Ils sont pas plus heureux que nous. Faut vivre notre vie parce qu'à force de se comparer, on ne vit pas notre vie comme on devrait la vivre. On pense qu'on est heureux, mais on ne l'est pas. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est de tracer sa route seul. Ça, tout le monde arrivera à ses fins et tout le monde sera heureux. Quel beau mot de fin. Du coup, je suis très heureuse que tu sois venue parler de ta maladie, de ton histoire et de ton parcours sur la chaîne YouTube. Je pense que ça peut aider à ouvrir certains esprits. Et je pense que la maladie n'est pas assez connue parce que même moi, je t'avoue que je ne la connaissais pas forcément avant de te connaître. J'espère que cette maladie va être de plus en plus connue et qu'on pourra trouver d'autres solutions, d'autres traitements, d'autres manières de vivre encore mieux avec cette maladie. J'ai fait un blague là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Abonnez-vous à Eleonore, s'il vous plaît. Envoyer tout côté, les réseaux sociaux, ça sert à rien. Pas m'engager des vies. Même si je suis au premier dessus pour avoir de l'inspiration pour les études, mais arrêtez de suivre. Mais en fait, les réseaux sociaux, ils vous mentent, ils montrent que le plus beau de leur vie. Que ce qui va, tout ce qui va pas, quand la fille elle a la gastro, elle va pas mettre oh je viens d'avoir la gastro. Non, on montre que ce qui plaît, les beaux paysages, les beaux corps, la salle de sport, machin sportif, je voyage. Le truc des photos sont retouchées. Justement, sur cette chaîne, on montre tout ce qui est bizarre.
Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de ce cher Pierre atteint de dysphasie... dystonie primaire, pardon. N'hésitez pas à liker si vous voulez que d'autres personnes viennent sur ce siège trop confortable. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous fais des gros bisous. T'imagines on perce avec ta vidéo? Je sais, j'ai tiré dessus à moi. Le petit aussi.